Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler lecture. Durant le cours de la semaine, j'ai lu ce petit tas et je vais commencer par le premier qui est Les petits meurtres en campagne. C'est les enquêtes de Lady Hardcastle. On est aux éditions City Poche et c'est écrit par T.E. Kinsey. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages principaux. Donc on a une lady qui est Lady Hardcastle et sa domestique qui s'appelle Flo Armstrong. Elle quitte Londres pour venir habiter dans une maison qui se trouve en campagne où normalement c'est un peu plus tranquille, et dès leur arrivée, elles vont faire la découverte d'un homme pendu à un arbre. Heureusement, ces deux femmes ont une expérience, ont un passé assez aventureux. On va le découvrir au fil des pages. Elles ont un parcours assez atypique pour l'époque et pour leurs conditions aussi de femmes à cette époque-là. Elles ont parcouru la Chine, les Indes. Ce sont deux femmes qui sont seules vu que la lady est veuve, son mari est décédé dans des circonstances assez violentes, et sa domestique Flo est aussi assez particulière étant donné qu'elle pratique les arts martiaux. Donc elle est tout à fait apte à se défendre, et ça surprend pas mal autour d'elle. Et donc, elles font leur petite balade, elles découvrent cet homme se pendu. La police est dépêchée sur place et à première vue, on semble aller vers la thèse du suicide. Grâce à Lady Hardcastle et Flo, la police va revoir ses conclusions. Elles vont constater qu'il y a certaines choses qui ne sont pas logiques dans le cadre d'un suicide, et à la suite de divers arguments, elles vont arriver à faire changer la version, et la police, donc l'inspecteur qui s'occupe de l'enquête, va effectivement se rendre compte que ce serait plutôt un meurtre. L'enquête pour meurtre va alors débuter. Ces deux femmes vont poursuivre leur petite vie. Elles viennent d'arriver au village, donc c'est un petit peu la curiosité de la ville. Elles vont se faire inviter ou elles vont recevoir des gens qui vont arriver chez elles pour les rencontrer, surtout la lady bien entendu, pour faire connaissance. Et elles vont apprendre qu'il y a un grand événement qui se profile, donc les fiançailles d'une famille assez élevée, et la lady va y être invitée. Elle va s'y rendre, c'est une grande fête, donc il y a de la musique, il y a des musiciens, il y a de l'alcool, etc. Et le lendemain, on va découvrir un second meurtre. Un des musiciens va être retrouvé mort. À nouveau, la police va arriver chez Lady Hardcastle et va la solliciter, donc va demander son appui pour les interrogatoires et pour son avis concernant l'enquête de manière générale. Donc on se retrouve dans une histoire où il y a eu déjà deux meurtres. On va apprendre pas mal de choses au fur et à mesure de l'enquête de la police, qui est menée par la police, mais aussi avec les intuitions et les idées de Lady Hardcastle et de Flo. On va voir qu'il y a des liens évidemment entre les personnages, et en plus, donc il y a encore une troisième affaire entre guillemets dans ce livre, c'est que la propriétaire des lieux où s'est tenue cette fête pour les fiançailles va, en toute discrétion, demander à Lady Hardcastle de venir la voir, parce qu'elle va lui apprendre qu'ils ont été les victimes d'un vol durant la soirée. Donc il y a une pierre d'une grande valeur qui a été dérobée, et la façon dont la pierre est arrivée en fait dans cette famille est un peu touchy, et elle préférait que les autorités ne s'en mêlent pas. Donc elle demande à Lady Hardcastle de mener sa petite enquête et essayer de retrouver en fait cette pierre, ce bijou, en toute discrétion. Donc on est sur ces trois différentes enquêtes. On a les deux meurtres, on a le vol de ce bijou, et évidemment les trois sont un petit peu emmêlés, embriqués. J'ai vraiment bien aimé l'histoire, c'est fluide, ça se lit tout seul. Les deux personnages
de Flo et Lady Hardcastle sont vraiment très chouettes parce que voilà, ce sont des femmes qui sont atypiques dans cette époque. Je ne sais pas exactement en quelle année on se trouve, mais clairement ça ne se passe pas actuellement. Donc c'était bien avant. Oui, c'est pas indiqué dans le résumé à quelle époque ça se trouve. Mais donc voilà, les dialogues aussi entre ces deux personnages sont vraiment chouettes parce qu'elles n'ont pas justement elles sont pas bloquées dans leurs conditions. Donc c'est pas un schéma classique de la maîtresse de maison hein, et ses domestiques où il y a une limite, il y a une frontière, il y a des conventions et une place à tenir. Ici on n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est plus une relation d'amitié qui lie ces deux femmes du fait de tout ce qu'elles ont vécu précédemment aussi. Et voilà, elles ont des échanges et Lady Hardcastle, elle tient tout à fait compte de ce que lui dit Flo. Elle lui demande son avis et voilà, elles ont toutes les deux un franc-parler qui est assez drôle, qui est assez rafraîchissant. Enfin, c'est vraiment super chouette. C'est vraiment agréable comme lecture et étant donné qu'il est noté que ce sont les enquêtes de Lady Hardcastle, il y en aura certainement d'autres ou il y en a déjà d'autres et je lirai d'autres romans de ces deux personnages avec grand plaisir. J'ai également lu celui-ci, donc c'est Les sorcières du clan du Nord, le tome 2 qui s'intitule La reine captive. C'est de Irena Bragnul et on est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un tome 2. J'ai lu le tome 1 précédemment dans le courant du mois d'octobre, je pense. Donc la couverture, c'est du même style, mais la couverture, elle est sur un fond noir. J'ai bien aimé ce tome. Je vous en avais parlé un peu dans la vidéo précédente parce que c'était ma lecture en cours. Ici, j'ai pu finir. Comme c'est un tome 2, je ne vais pas trop vous donner d'indications sur l'histoire parce que ça va vous spoiler le tome 1. Mais d'une manière générale, voilà, on a 3 personnages principaux. On a 2 jeunes filles, Poppy et Clarée, et on a un garçon qui s'appelle Léo, qui est également un ado. Les 2 jeunes filles, dès qu'elles se rencontrent, sont liées par un lien d'amitié très fort. Elles ont une différence assez intéressante étant donné que Clarée vit parmi le clan des sorcières et le clan des sorcières ce sont que des femmes et elles ne se mêlent pas aux gens normaux habituellement. Donc ici Clarée et Poppy enfreignent un interdit. Et Léo va rentrer dans leur vie, Léo qui est un garçon assez particulier. Il va y avoir toute une histoire qui va tourner autour de la relation entre ces 3 personnages. Il y aura aussi une lutte de pouvoir par rapport à l'aspect sorcière. Dans le premier tome, je trouvais que cet aspect sorcellerie était pas assez travaillé. On était plus sur les relations entre ces 3 adolescents. Ici, ce tome 2, je l'ai vraiment beaucoup plus apprécié. On reste dans la même ambiance, donc on a toujours une ambiance assez sombre. On a des personnages qui sont assez torturés, qui sont tracassés. On a des drames. Ça reste une ambiance pas très joyeuse de manière générale. Dans ce tome-ci, on va s'intéresser à 2 personnages donc, qui sont 2 sorcières qui font partie du clan du Nord. Et on va en apprendre en fait sur leur passé à ces 2 sorcières parce qu'elles étaient amies, elles étaient vraiment très liées étant jeunes, étant adolescentes et on va via leur histoire apprendre énormément de choses qui impactent les vies de Poppy, Clarée et Léo. Donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place de cette façon et on va apprendre énormément de choses par rapport à ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect. Et cette lecture, je ne sais pas si il y a une suite ou si c'était simplement un premier et un second tome. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même que ça bougeait plus, qu'il y avait plus d'action, qu'il y avait plus
pas de suspense, mais voilà, il se passe des choses, il y a des choses un peu dramatiques qui arrivent, c'est plus prenant. Voilà, le livre est vraiment plus prenant que le premier tome, à mon sens. Poursuivons avec cette lecture, Le plus doux des poisons, de Nathalie Mae. Je ne sais pas comment on prononce. Ici, c'est les éditions Big Bang. C'est indiqué Big Bang, mais ce sont apparemment... Big Bang est une collection des éditions Castlemore. La lumière baisse de plus en plus. Voilà, j'espère que ce sera un petit peu mieux comme ceci. Dans ce livre, nous sommes dans un royaume où la magie est présente. Les personnes ont des talents magiques de différents styles. Ça peut être vraiment très varié. Ça peut être des pouvoirs importants comme un petit peu moindres, on va dire. Mais les personnes ont des capacités de type magique. Et nous avons un roi qui régit tout ça, un roi qui a 3 enfants, donc 2 garçons et une fille. Et pour déterminer qui va accéder au trône, il va remettre à jour, relancer un concours, donc qui est une course à travers le désert, qui est le gagnant de cette course à travers le désert sera l'héritier du trône. Alors cette course, elle est vraiment très dangereuse, il faut quand même faire attention, il y a plein de dangers outre la traversée du désert et elle s'accompagnera d'un sacrifice humain. Pour fêter cela, il y a un énorme banquet qui est organisé. Et nous avons 2 jeunes filles, donc on a le personnage principal qui s'appelle ici Zaru, qui est une jeune fille de 16 ans. Elle, son talent magique, c'est de pouvoir communiquer avec les animaux. Donc elle vit seule avec son père, sa maman est décédée. Et elle l'aide parce qu'il s'occupe de chevaux. Donc il soigne et il garde des chevaux. Donc le don de Zaru est vraiment très utile dans ce cas de figure. Et elle aide vraiment beaucoup son père à ce niveau-là. Donc on a ce personnage de Zaru, qui est une jeune fille qui est assez calme, assez tranquille, elle est un peu craintive et on a son amie, elle est toujours accompagnée de son amie qui s'appelle Hen. Elle, c'est un peu l'opposé, c'est même quasiment... c'est même complètement l'opposé. Elle est très impulsive, elle a l'air de... Elle fonce, elle a peur de rien, elle tente les choses, elle essaye, elle a pas sa langue dans sa poche. Bref, c'est le petit duo qu'on découvre au début du livre. Et elles vont décider de tenter de participer à ce banquet, donc de se faire inviter pour avoir accès à ce banquet somptueux et pouvoir manger à volonté et un peu assister à cet événement, parce qu'en fait le peuple il est vraiment ravi de cet événement. C'est un concours qui enthousiasme les personnes, les membres du royaume. Elles vont y arriver, elles vont se rendre au banquet. Le seul problème, c'est que Zaru va se faire remarquer. Donc déjà, il y a un petit malentendu parce qu'au lieu d'être envoyée parmi les invités qui vont être là pour participer au banquet, elle va se retrouver dans la catégorie des participants parce que les héritiers dans cette course à travers le désert vont être accompagnés par des personnes qui vont les aider dans cette quête, donc des personnes qui ont des aptitudes magiques vraiment très importantes, très puissantes. Et suite à un petit malentendu, elle va se retrouver dans la catégorie des potentiels participants à cette épreuve. Donc elle n'est pas hyper bien en apprenant cela. Et le pompon, donc c'est qu'en se rendant au buffet, elle discute avec un homme qu'elle pense être un garde, mais en fait c'est pas du tout un garde, c'est un des 2 héritiers. C'est le frère cadet. Elle va discuter avec lui de tout et de rien. Et cela va attirer l'attention du frère aîné. Et on apprend qu'il y a une rivalité incroyable entre ces 2 personnages.
Le frère aîné ne peut pas encadrer son frère cadet. Et du coup, Zaru va se retrouver dans une situation hyper délicate et elle va se retrouver obligée à participer à cette course. Je m'arrête là pour le résumé de l'histoire. Après, on a vraiment toute l'histoire qui tourne autour de cette course, des aventures qui vont se passer. C'est vraiment très très chouette. J'ai bien aimé ce premier tome. La lecture est vraiment fluide. La lecture est agréable. On est ici sur un grand format et c'est assez aéré. Donc j'ai bien aimé cette lecture. Il y a 500 pages, je crois. Oui, il y a environ 500 pages et c'est le premier tome parce que la suite c'est Le plus cruel des pardons qui va sortir apparemment cette année-ci en 2022 et c'est une duologie. Donc une fois que le 2 sera sorti, l'histoire sera clôturée. C'est toujours bon à savoir aussi si on n'a pas envie de se lancer dans des sagas avec des dizaines de tomes. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié l'univers avec cette magie, les personnes qui ont des talents magiques. On a une évolution aussi au niveau du personnage de Zaru parce qu'au départ c'est vraiment une jeune fille assez craintive qui n'ose pas trop, qui est effacée par rapport à son amie beaucoup plus expansive Hen et elle va vraiment évoluer, elle va bien être obligée aussi je pense, mais voilà son caractère va évoluer et ça c'est assez sympa. Donc c'est vraiment une histoire où on a des thématiques comme la trahison, comme les regrets. C'est ça qui est vraiment mis en avant, donc c'est vraiment intéressant. La relation entre les deux frères est vraiment très très bien construite. Vraiment très très bien amenée aussi. C'est une relation vraiment complexe qu'ils ont développée, notamment à cause de leur père. Et j'ai bien aimé voir cet aspect au fil des pages et comprendre pourquoi il y a une telle rivalité entre les deux frères. On ne nous laisse pas sur notre faim, c'est vraiment bien expliqué, c'est vraiment bien amené. Du coup, on a de l'empathie pour les personnages parce que les princes, enfin, en tout cas pour ce qui est du frère cadet, il a l'air sympathique et tout, mais ce qui concerne le frère aîné, ça a l'air d'être une grosse brute égoïste. Et à cause justement de cette explication, oui, j'ai eu un peu de l'empathie pour lui au vu de son parcours et au vu de voilà ce qu'il a dû un petit peu encaisser, avec quoi il a dû grandir. Ça c'est pas simple non plus, mais bon voilà. Je vais pas en dire plus non plus à ce sujet, mais j'ai vraiment bien aimé cette lecture. En plus le livre il est juste magnifique. On a toutes les dorures ici sur les côtés, le titre aussi, il est tout doux. Je sais pas comment exprimer autrement ces couvertures qui sont toutes oui, toutes douces. C'est tout confortable à tenir en main. Donc c'est une très très belle découverte. Enfin, j'ai lu celui-ci qui est Le crime de Confucius. C'est écrit par Christian Jacques. On est aux éditions XO. Il y a plusieurs enquêtes. Il y en a vraiment beaucoup. Ici, c'est les enquêtes de l'inspecteur Higgins. Et quand j'ai ouvert, on voit que de cette catégorie, il y a déjà tout ça. Donc, on est au numéro 23, mais il est indiqué apparaître en janvier 2017. Donc à mon avis, il y en a eu encore pas mal qui sont sortis. Je connaissais pas du tout, c'est vraiment un pur hasard d'avoir acheté ce livre et de l'avoir retrouvé dans toute ma pile à lire, mais je suis contente de l'avoir fait. J'avais envie d'un petit livre, d'une petite enquête pour un peu varier mes lectures et ici le livre fait 213 pages, donc ça rentrait dans ce que je voulais trouver et ce fut une belle découverte. Après, je ne sais pas si je lirai toutes les aventures de l'inspecteur Higgins, hein, mais à mon avis, ça me déplaira absolument pas si je tombe dessus dans mes visites
de librairie. Si je tombe sur cette collection, à mon avis, je craquerais bien pour une ou deux petites histoires en plus. Donc ici, on se retrouve dans un institut qui s'appelle l'Institut Confucius, et cet institut, il est destiné à promouvoir la pensée, la science, la philosophie, tout ce qui concerne la culture chinoise. Cet institut vient de s'implanter à Greenwich. Et il y a des professeurs, des scientifiques, plein de gens très savants qui se situent dans cet institut. Et un soir, la personne qui fait la liaison, on va dire, entre l'institut et le reste du monde, ou presque, est appelée. Il a un message particulier, donc on lui dit de venir vraiment très rapidement sur place à l'institut. Enfin, c'est un message un peu bizarre, mais on sent qu'il y a une urgence et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc ce jeune homme, il va tout lâcher, il va foncer à l'institut et il déboule là-bas. Les grilles sont grandes ouvertes. La porte est grande ouverte et en rentrant, il va découvrir le corps d'un de ses membres. C'est un physicien très connu, très important, qui est couché sur le sol. Et son premier instinct, évidemment, c'est d'aller vers lui pour le secourir. Et il va essayer de le déplacer pour pas le laisser comme ça à même le sol. Et à ce moment-là, il va entre guillemets se faire surprendre par les autres membres de l'institut et le chef de la sécurité, parce que dans l'institut, il y a un chef qui est censé veiller sur la sécurité de ses membres. Donc il va prendre peur parce que les membres qui viennent d'arriver ont l'air de penser que c'est lui qui aurait tué ce scientifique, et il va essayer de s'enfuir. Le responsable de la sécurité va le stopper. Bref, il va se faire arrêter par la police, et le policier qui va être chargé de résoudre cette affaire qui est extrêmement délicate, évidemment, vu que ça touche les relations diplomatiques entre la Chine et l'Angleterre. Il faut faire attention où on met les pieds à ce niveau-là. Cet inspecteur, il va demander l'aide d'un grand inspecteur qui est maintenant à la retraite et qui est l'inspecteur Higgins. Il va lui demander son concours pour l'aider à résoudre cette affaire. Et voilà, donc c'est vraiment une enquête policière. Il n'y a rien de trash, il n'y a rien de sanglant. C'est une enquête comme ça, plus autour des différents suspects. C'est un travail qu'il y a autour des différents suspects qui sont les membres de l'institut. Il semble évident que le coupable ne peut être qu'un des membres de cet institut. Et donc ces deux policiers, donc l'inspecteur Higgins et le policier chargé de l'affaire, vont commencer à inspecter, à interroger les différents membres. Ça va pas être une partie de plaisir parce que voilà, les membres de l'institut sont des personnes vraiment très fermées, pas très communicatives, pas très expressives, et chacun pourrait avoir un mobile, parce qu'on apprend que ce scientifique, il était un peu borderline dans le sens où il se mêlait pas trop aux autres. Donc il rentrait pas vraiment dans le cadre de ce qu'on attendait de lui, de ce qu'on attendait de cet institut. Ses collègues scientifiques n'étaient pas tout à fait d'accord avec son attitude, avec sa façon de faire. Donc voilà, c'est un petit peu démêler toute cette petite tension, toutes ces petites embrouilles qu'il y a au sein de cet institut. C'est bien mené. Moi, je me suis pas du tout doutée du coupable. Enfin, on peut pas en avoir 10 000, étant donné que dans l'institut, ils sont peut-être à 5, et on se rend compte évidemment que le coupable arrêté dès le départ, donc la personne qui a découvert le corps du scientifique, il y a peu de chances que ce soit lui, évidemment, le coupable. Donc c'est clairement un des membres de cet institut.
Et voilà, ils ont chacun leur petit secret, ils ont chacun leur petite rancune, et c'est bien amené. Voilà, chacun pourrait avoir un mobile pour commettre ce crime. Ils ont chacun aussi des alibis qui sont à vérifier. J'ai vraiment apprécié cette petite enquête. Alors ça change parce que moi, de Christian Jacques, j'ai lu tout ce qu'il a fait, enfin pas tout ce qu'il a fait, mais une partie en tout cas de ce qu'il a écrit concernant l'Égypte antique. Donc j'ai commencé avec l'affaire Toutankhamon, qui est un livre que j'adore vraiment. Donc c'est romancé, c'est un roman bien sûr. On a aussi tout ce qui concerne la saga des Ramsès, je pense ils sont ici d'ailleurs. Il y en a 5. Il a fait plusieurs sagas comme ça. Tournant autour de l'Égypte ancienne, et moi c'est un univers que j'adore, que j'apprécie énormément. Donc je connaissais cet aspect de cet auteur. Ici, complètement autre chose. On se retrouve dans une autre ambiance vu que c'est un policier. Mais j'ai vu qu'il y avait moyen de recréer un lien avec l'Antiquité, étant donné que je vois que dans les enquêtes de l'inspecteur Higgins, il y a pas mal de choses qui est reliée à l'Antiquité, vu qu'il y a par exemple le crime de la momie, la vengeance d'Anubis, crime dans la vallée des rois, crime du Sphinx, la malédiction de Toutankhamon. Donc voilà, il y a quand même un petit quelque chose qui reste. Après, pour ceux qui n'aiment pas cette ambiance antiquité ou Égypte antique, il y a aussi plein d'autres choses, hein, rassurez-vous. On a l'assassin de la tour de Londres, on a les 3 crimes de Noël, on a l'énigme du pendu. Voilà, donc il y a des titres. Je pense qu'il y a à boire et à manger, histoire que chacun puisse trouver un thème qui pourrait l'intéresser. Mais donc voilà, ce fut un agréable moment passé dans ce livre. Dernier livre que j'ai terminé, en fait j'avais commencé celui-ci qui est une trilogie, donc c'est l'intégrale de la saga. Je ne sais pas si c'est vraiment une saga, mais d'une nuit d'hiver. J'avais lu le premier tome, c'était quand? En décembre, je pense. En décembre ou en novembre, et j'ai poursuivi avec La fille dans la tour, qui est le tome 2, et il y a encore un tome qui est L'hiver de la sorcière. Pour l'histoire, on se trouve dans une ambiance de conte russe, et on va suivre les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Vassia. Vassia qui a un talent particulier parce qu'elle peut voir les divinités, les esprits, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais donc dans la culture russe apparemment il y a plein de divinités ou d'esprits qui protègent plein de choses. Donc ça peut être qui protègent les chevaux, qui protègent le foyer, qui protègent la forêt. Voilà, il y a vraiment plein de déclinaisons de sortes d'esprits qui sont présents dans la vie. Évidemment, les gens habituellement ne les voient pas, mais ils croient en eux, et ils leur laissent des offrandes, du sel, de la nourriture dans un coin de la maison, justement pour que l'esprit continue à les protéger, à leur apporter voilà, de la prospérité, la santé, enfin tout ce qu'on veut. Et Vassia, sa particularité, c'est qu'elle peut voir ces esprits et elle peut leur parler. Donc le problème, c'est qu'elle doit garder ça secret, étant donné que ça s'apparente un petit peu à de la sorcellerie. En tout cas, c'est comme ça que le village et les gens le voient. Vassia va grandir, elle va cacher cette particularité. Elle est très nature, donc elle passe ses journées à l'extérieur quand elle peut, parce qu'ils sont dans un village vraiment au nord où l'hiver dure très longtemps, et ce sont des hivers très rudes où le reste de l'année on accumule des provisions et tout ça pour parfois rester bloqué dans les maisons des semaines.
sans pouvoir sortir à cause de la dureté de l'hiver. Et donc, dès qu'elle peut, Vassia, hop, elle prend son cheval, ou elle ne prend pas son cheval, mais elle file en pleine nature pour voilà, discuter simplement avec les divinités, les esprits, les nymphes, tout ce genre de créatures. Et elle va rencontrer le roi de l'hiver. Donc c'est celui qui règne sur l'hiver et c'est également le roi de la mort. Donc c'est un personnage assez inquiétant. Mais voilà, elle a pas spécialement peur de lui et ils vont développer une sorte de relation. Les choses se passent jusqu'au jour où un prêtre qui vient de Moscou va être envoyé dans son village et donc dans sa famille pour justement remettre un petit peu d'ordre parce qu'à Moscou on croit en un dieu unique. Les dieux païens n'ont plus cours et il vient pour remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et il va vite se rendre compte que Vassia est une jeune fille particulière, qu'elle est différente des autres membres du village. Et en fait, c'est un vrai danger pour elle parce que si elle est considérée comme sorcière, elle risque sa vie. Ça, c'est pour le contexte. Et dans le tome 2, celui que j'ai lu, évidemment, on en apprend de plus en plus sur Vassia. Elle grandit. Elle va devoir se rendre à Moscou et il va lui arriver plein de choses, donc je ne vais pas vous dévoiler pour pas vous spoiler. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que ça se lit, cet univers de contes, ça se lit facilement, j'avance. Enfin, ce deuxième tome, je l'ai lu assez vite. Le seul truc, c'est que j'accroche pas du tout, enfin j'accroche pas vraiment. Donc je suis pas à fond dans cette histoire et j'hésite même à poursuivre en lisant le troisième tome. Je sais vraiment pas quoi faire parce que je me dis qu'il y a plein de livres qui m'attendent où je serai où je serai plus dedans, où je passerai un meilleur moment de lecture. Ici, c'est pas que je passe un mauvais moment de lecture, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, j'ai pas le petit truc où je me fais j'ai envie de continuer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à Vassia, enfin je suis pas curieuse spécialement de connaître la suite, mais dans un autre sens, j'aime pas non plus abandonner des lectures. En général, quand je commence un livre, je le finis, mais ici, je suis vraiment dubitative parce que je me dis, est-ce que c'est... Il y a plein d'autres livres qui me tentent, que j'ai vraiment envie de lire, qui attendent peut-être depuis longtemps aussi. Donc, est-ce que c'est utile que, entre guillemets, je perde du temps à lire celui-ci ou... voilà, ça me correspond pas spécialement ou ça me passionne pas des masses en faveur d'un autre qui pourrait être vraiment top. Donc je pense que je vais le mettre sur le côté et un petit peu voir ce que je vais faire. Donc soit le continuer, soit le stopper et j'arrêterai alors là les aventures de Vassia. J'aurais quand même lu le tome 1 et le tome 2. Je sais pas, je vais voir. Passons à présent à mes lectures en cours. Voici, je vais commencer par celui-ci qui est Les aventures de Balthazar Fox. C'est une trilogie, donc on a 3 histoires en une. On les voit ici avec les différents bandeaux. J'aime bien la présentation de la couverture, je trouve qu'elle est vraiment toute jolie avec les différents coloris à chaque fois. Je suis arrivée à plus ou moins la moitié de ce livre. C'est de la littérature jeunesse. Donc c'est écrit assez grand. C'est des gros bords sur les côtés. Donc ça se lit assez vite. Les pages sont également assez épaisses. C'est agréable au niveau de la lecture. Mais donc l'histoire s'enchaîne. J'ai terminé donc le premier livre. Hop. Voilà. On commence par L'héritier de l'entre-deux mondes. Hop, la première histoire.
que j'ai terminé et maintenant je suis dans la seconde, donc le secret de l'entre-deux mondes. Et le tome 3, c'était la fin des entre-deux mondes. C'est écrit par Pascal Brissy et c'est aux éditions Ozu. On se retrouve, donc on va suivre le personnage de Balthazar Fox, évidemment, qui est un garçon donc, qui se trouve dans notre monde. Hein. Il va à l'école. Sa maman a disparu du jour au lendemain. Il ne sait pas comment, pourquoi, si elle va revenir. Donc il vit avec son père qui est sénateur et son père qui passe sa vie à travailler. Il a plongé dans le boulot. Il a du confort étant donné qu'il vit dans une grosse maison. Il a un chauffeur, mais au niveau relation avec son père, il y a pas grand chose. Il se voit quasiment pas, donc il est vraiment assez seul, assez solitaire, et apparemment il change souvent de ville, donc il n'a pas le temps de se faire des amis, de créer des relations. Et il a une particularité, particularité qui n'est pas des moindres, étant donné qu'il a une queue de renard. On le voit ici. Qui cache évidemment dans la vie de tous les jours. Il a vu un grand nombre de médecins, évidemment, qui doivent garder le secret de cette particularité. Le diagnostic des médecins a toujours été qu'il valait mieux laisser cette queue de renard là et ne pas tenter de l'opérer parce que ça pouvait être dangereux. Donc lui, il vit avec ça. Et un jour, il va se retrouver, grâce à une pierre qui était cachée dans sa chambre, il va se retrouver dans un autre monde. Un monde où les personnages sont des animaux. Donc on a des ours, on a des chacals, on a des renards. Donc eux, ils sont complètement... ce sont tout à fait des animaux, mais qui sont doués de parole, de conscience. Et il va tomber sur un petit groupe constitué d'un ours, d'un chacal et d'une renarde. Il va apprendre que ce monde est soumis à un déséquilibre. Donc il y a une créature, un renard blanc, qui a pris le pouvoir, qui s'appelle Faye, si je me souviens bien. Et il mène la vie dure aux habitants de ce monde. Et avec ces trois personnages, donc on a la renarde qui s'appelle Andorra, on a l'ours qui s'appelle Ernst et également le chacal qui s'appelle Vlad. Ils vont former un petit groupe qui va essayer de rétablir les choses. Donc il y a de l'action. Ça bouge pas mal, c'est un peu une quête pour rétablir l'ordre des choses. Il va en apprendre aussi sur sa mère. Je développe pas plus, sinon vous n'allez pas avoir l'information en le lisant. Donc je n'en dis pas plus à ce niveau-là, vous verrez bien si vous avez envie de le lire. On se retrouve donc dans une histoire sympathique, un univers agréable avec cet adolescent particulier qui se retrouve projeté dans un autre monde, un monde régi par des animaux doués de parole, de conscience, qui sont occupés à se battre. On a des personnages assez mystérieux. La renarde Andorra est un personnage assez mystérieux. Et voilà, pour l'instant j'aime bien. La première histoire, donc le premier tome, était très sympa. Donc là on a un peu placé les bases. Il apprend qui il est, quel est son rôle. Il apprend des choses par rapport à sa mère. Et je viens de commencer le tome 2, où là c'est plus une quête à la recherche d'un personnage bien précis, et en avançant dans cette quête ils vont se rendre compte que de nouveau il y a un truc qui cloche dans ce monde, et je suppose qu'ils vont tenter de le régler. Donc j'aime bien, c'est une agréable lecture, c'est pas quelque chose de prise de tête, c'est agréable à lire, c'est vraiment une histoire d'aventure.
Je lis également celui-ci. J'ai enfin commencé la saga La Passe Miroir avec le tome 1, Les fiancés de l'hiver. C'est écrit ici par Christelle Dabos et on est aux éditions Gallimard Jeunesse. Premier tome de cette saga. Moi j'ai pris mon temps avant de commencer, mais là ça y est, je suis dedans. J'ai pas avancé des masses, mais j'ai quand même lu 114 pages pour l'instant. C'est un livre qui en fait... il en fait pas mal. 560, quelque chose comme ça. Donc je suis au tout début, mais j'apprécie vraiment cette lecture. C'est assez particulier parce que quand j'ai vu, je me dis, ah, ça fait déjà quand même 100 pages que j'ai lues. Et en fait, je les ai pas vues passer. Il n'y a pas énormément de choses qui se sont mises en place, mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien amené. Donc on a l'histoire de Ophélie qui est une jeune fille effacée, discrète, qui garde tout en elle, qui garde tout pour elle. Elle travaille dans un musée et elle a un don particulier qui est qu'elle peut lire le passé des objets et également traverser les miroirs. Elle vit avec sa famille, sa mère qui est un petit peu intrusive et son petit frère. Elle a une affinité avec son grand-oncle qui est assez bourru, qui a un caractère assez solitaire, assez particulier. Mais bon, on sent qu'ils s'apprécient bien tous les deux. Elle parle pas beaucoup. Voilà, elle reste dans son coin, elle s'occupe de ses petites affaires, c'est un personnage très effacé et tout d'un coup, on va lui apprendre qu'elle va se marier. Donc elle habite sur Anima et elle va apparemment devoir épouser un homme qui vient du pôle. Donc c'est apparemment quelque chose d'inhabituel parce que généralement on se marie sur Anima. D'ailleurs elle a déjà eu des propositions de cousins qu'elle a refusées, mais là on lui laisse pas le choix. C'est un mariage forcé qui a été approuvé par les doyennes, donc apparemment c'est elles qui prennent les décisions, c'est les doyennes de la famille qui régissent les choses et chacun doit se conformer aux décisions de ces femmes. Elle n'est pas ravie du tout. Elle n'est pas enchantée par cette nouvelle, vraiment pas. Et en plus, elle apprend que, en plus d'avoir ce mariage forcé, elle va également devoir quitter la cité et aller vivre, accompagner donc son futur époux au pôle. Donc elle va devoir dire au revoir à toute sa famille, elle va devoir abandonner son travail qui lui plaît et partir pour l'inconnu. Le futur époux va arriver pour faire les présentations et l'époux en question, c'est pas un rigolo. Il s'apparente plus à un ours, donc elle l'appelle comme ça parce que son aspect en tout cas, il est assez grand, il parle pas beaucoup, il est vraiment renfermé mais vraiment antipathique et clairement ça se voit tout de suite qu'il n'est pas non plus emballé d'avoir cette fiancée là. Ophélie, voilà, elle est pas apparemment c'est pas un canon de beauté, elle est maladroite, mais ça semble être pas du tout ce que cet homme attendait. Et voilà, j'en sais pas vraiment plus à ce niveau-là, à part que ils vont rapidement partir pour le pôle. Donc Ophélie va faire ses valises, va être obligée de suivre son fiancé au pôle et elle va être accompagnée par une chaperonne pour vérifier que tout se passe bien à ce niveau-là, et j'en suis là. Mais c'est assez intriguant, le début est vraiment bien posé, les bases sont sympas. Je suis curieuse et je prends mon temps pour le lire. Parce que justement, j'ai pas envie d'aller trop vite, de le terminer trop rapidement. Je sais qu'il y en a encore 4 qui suivent. D'ailleurs, je les ai, ils sont déjà tout prêts dans ma bibliothèque. Donc c'est pas que je vais être à court de la suite, mais je passe vraiment un bon moment. J'apprécie bien cette lecture, donc j'en profite
le plus possible. Enfin, j'ai également commencé tout récemment, hier, celui-ci. Je ne sais pas comment il faut prononcer le titre, Snjorn, je ne sais pas. C'est de Ragnar Jonasson. On est aux éditions Point. Et c'est les enquêtes de, je ne le prononcerai pas, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais vous pouvez tenter si le cœur vous en dit. Ça fait un moment donné que j'avais entendu parler de cet auteur et parler de ses livres avec beaucoup d'enthousiasme. C'est beaucoup de commentaires vraiment très positifs, très élogieux. Et du coup, je me suis lancée. Pour l'instant, j'ai lu ceci, donc j'ai à peine commencé, je suis à la page 59, mais ça s'annonce vraiment excellent. C'est indiqué huis clos à l'islandaise. Donc, je vais vous lire le résumé. Donc, on se retrouve à ceci, qui est une ville. Donc, c'est le nom de la ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans discontinuer et où il ne se passe jamais rien. Harry Thor, qui vient de terminer l'école de police à Reykjavik, y est envoyé pour sa première affectation, mais voilà qu'un vieil écrivain fait une chute mortelle dans un théâtre et que le corps d'une femme est retrouvé à moitié nu dans la neige. Pour résoudre l'enquête, Harry Thor devra démêler les mensonges et les secrets de cette petite communauté à l'apparence si tranquille. Voilà. Moi, je suis à peine au début, donc effectivement, j'ai suivi l'histoire, enfin en tout cas l'histoire de Harry Thor, donc le personnage qui est un jeune homme qui a une opportunité d'emploi dans la police au nord, et il doit quitter le sud, du coup, de l'Islande pour se rendre dans ce village et faire ses preuves en tant que policier dans un petit village où effectivement il se passe vraiment rien, tout est calme, les gens laissent les portes ouvertes, ils n'utilisent pas vraiment de clés, donc c'est vraiment, il se passe jamais rien, c'est hyper tranquille. Donc il arrive et il doit un peu se faire à cette vie. Lui, il a quitté pour cet emploi sa vie dans le sud. Ses parents sont décédés, mais il vivait avec quelqu'un, avec une femme qui s'appelle Christine, qui fait des études de médecine. Elle a mal pris les choses étant donné qu'il a accepté ce boulot sans la consulter. Donc il a un peu mis leur projet qu'ils avaient entre parenthèses pour se lancer dans ce travail. Et voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il y a quelque chose qui va chambouler la quiétude de ce petit village. Mais je vais découvrir ça tranquillement au fil des pages, mais j'aime vraiment bien. Ça se lit tout seul aussi. Je pense que j'ai même pas lu une petite heure hier soir et j'ai déjà bien avancé dans l'histoire. C'est vraiment intriguant et ça se lit vraiment très bien. J'adore la couverture. Elle est vraiment magnifique avec ces tons pastels, cette quiétude, cette sérénité. Ce calme juste dans cette image et je ne sais pas si vous voyez mais on dirait que c'est pailleté au niveau de la couverture. Il y a un petit effet comme ça pailleté, doré, je ne sais pas trop comment vous expliquer. À l'arrière on a aussi, c'est pas simplement un blanc, il y a un petit effet oui ici c'est d'argenté plutôt, enfin c'est vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y aura une suite à celui-ci. Je pense que c'est une trilogie, quelque chose comme ça. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour mes lectures finies, mes lectures en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de belles lectures également. Si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à revenir vers moi pour en discuter. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.